Eh ben, voilà. Bon, bah Cédric, enfin. Ça y est, on est connecté. Ah, C'est comme si on habitait à peu près à 75 000 kilomètres. Mais bon. ouais, ça marcherait peut-être mieux si on habitait à 75 000 kilomètres l'un de l'autre. Néanmoins, je cherche, mais je me demande Où est-ce qu'on peut où est-ce habiter? qu'il faudrait habiter pour être à 75 kilomètres l'un de l'autre. 75 75? 000 kilomètres l'un de l'autre. Eh ben, on a dit 330 000 kilomètres, 300 000 kilomètres Terre-Lune, donc ça fait quoi? Oh, Tu facile, vois? un tiers du chemin de la Lune, nickel. Voilà. Ah bah tu vois, on m'avait déjà dit que j'étais perché ou que j'étais dans la Lune, et bah tu vois comme quoi ça colle. Bien, eh bien écoute Cédric, nous n'allons pas tourner autour du pot plus longtemps. Parce que comme tu le sais, je me suis documenté longuement sur toi, j'ai appelé de Les dossiers. nombreuses sources en grand journaliste que je suis, j'ai appelé de nombreuses sources et j'ai récupéré plein de choses. Mais j'ai trois questions d'abord pour toi. Es-tu content d'avoir été mis au monde? Ah oui, complètement. Complètement. Ouais, ouais, moi je suis vraiment content d'avoir été mis au monde. Bah, d'abord, c'est une grande chance d'être surtout né au bon moment, au bon endroit. Voilà, ça c'est déjà la première chose, je pense qu'il faut retenir, parce qu'il y a des gens qui n'ont des fois pas cette chance-là, aussi bien même des fois en France ou à travers le monde. Donc moi je suis déjà heureux de ça et heureux d'avoir été d'être arrivé au monde parce qu'en fait la vie est une espèce de rivière où tu te fais des fois bien balloter, mais bon, elle est chouette quoi. Et il se passe plein de choses, donc il faut. Enfin, des fois il y a des hauts et des bas, hein, des fois il y a des bas, mais voilà. Donc rien que pour toutes ces raisons, oui. Qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin? À part ta femme. Alors en général je suis réveillé avant elle, donc ce serait plutôt moi qui, on va dire, la tire du lit. Voilà, je suis plutôt un lève-tôt. Qu'est-ce qui me pousse à me lever le matin? Je crois que je me pose aucune question. En fait, je le fais parce que, bah, en fait, ça rejoint ce qu'on disait avant. Moi, j'aime la vie, donc je me dis qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, quoi. Donc, ça vaut le coup de se lever pour aller voir s'il n'y a pas un truc sympa. Es-tu en bon terme avec toi-même? Et c'est la dernière question absurde, hein, je te promets. Non, oui, complètement oui. Alors après, forcément, on n'est pas toujours très très aligné. Il y a des périodes où des fois on se sent un peu plus con que d'autres, mais globalement, moi, j'essaie de suivre une ligne de vie qui j'espère convient à ma famille, convient à mes amis, me convient aussi moi personnellement. Voilà, je trace ma route, bien sûr en considérant les autres. Donc globalement, oui, voilà, moi je pense avoir les pieds sur terre. Voilà, je suis quelqu'un de avec la tête à peu près saine. Donc voilà. La Ça, c'est dernière moi fois qui que le, tu t'es c'est senti moi qui le con, dis. Hein. justement. Ah ouais, bah ouais, alors ça déjà, Mais quand oui. c'est nous qui, quand on le dit nous-mêmes, déjà, il faut se méfier. Quelle objectivité Première dans ces alerte. discours. Quelle objectivité, tu vois un peu le Ouais, truc. Voilà. première alerte. Tu viens de Mm. me dire, des fois on se sent con, la dernière fois que tu t'es senti con. Ou vraiment con. Bah quand tu m'as dit, fallait que tu mettes Chrome quoi, et pas Safari, Ah tu ouais, vois. non mais là, bah oui, Et là, je me suis là, dit, mais ça fait 20 minutes que je suis devant cet écran et en fait, je, qu'il se je, je passe suis rien con, et que quoi. tu t'as pas eu l'idée de changer de, t'as pas eu l'idée de changer de, Bah si, mais au bout de 20 minutes, c'est pas mal quand même. Pour un mec qui euh, fait de l'informatique tous les jours, qui est à fond sur les ordi, les écrans, tu vois, j'ai un peu les cernes et tout. Je passe énormément d'heures sur ce sacré téléphone, etc. Et ben voilà. Et j'ai mis 20 minutes, donc là, en effet, je me suis trouvé un peu con. Ouais. ouais, Donc c'est bon, tout récent. ça va. Bon alors, en ce moment, tu fais une promo d'enfer pour ton dernier périple et documentaire au Kirghizistan. Un truc de fou. Sarimogol, du nom d'un col à 4300 mètres qui permet de rejoindre d'un trait la vallée du Pamir, etc. Quel est ton Mm, mm. souvenir de voyage le plus mémorable en bien ou en mal? Parce qu'un souvenir peut être aussi extrêmement douloureux. Tu veux dire, pas forcément lié à Sarimogol, au Kyrgyzstan, tu veux dire en général. Ouais, avec tes moultes voyages. Non, en fait, j'ai un mauvais int- souvenir, tiens, on peut commencer par ça. ouais. Mais avant voyage. Et en fait, celui-là, il fait flipper parce qu'en fait, ça peut t'arriver, ça peut arriver à tout le monde et puis c'est comme ça, c'est la vie. En fait, il y a en 2016, j'étais sur un gros projet pour tourner un documentaire en Tasmanie, donc en Australie, hein, une île au large de l'Australie,
avec Hans Rey et puis je sais plus qui d'autre. Et donc je devais faire le caméraman, etc. Enfin pour moi en plus enfin ça faisait quelques années que je faisais ça, mais voilà c'était un peu, ça me lançait de plus en plus dans ces longs documentaires. Et 2 jours avant de partir, je me suis cassé tibia péroné en 1000 morceaux au ski, tu vois. Les billets d'avion étaient pris, tout était pris. Donc t'imagines déjà le fait de dire je pars pas, la culpabilité derrière de laisser tout le monde en plan parce qu'ils ont besoin de toi. Voilà, donc ça c'est vraiment un souvenir, mais pas forcément partie dans le voyage, mais quand même qui fait partie du voyage. Ça c'est vraiment le souvenir le plus mauvais que j'ai. Après non, il m'est jamais rien arrivé de très dramatique. J'ai un ami qui quand même s'est cassé un bras au Pérou, donc ça n'a pas été un bon souvenir, mais surtout pour lui, on va dire. Et puis après, un excellent souvenir, c'est quand même ce que j'ai vécu au Kirghizistan, avec cette côté, entre guillemets, cette révélation de voyage solitaire. Je suis pas du tout un solitaire, moi. Je suis plutôt j'adore être entouré, être avec du monde. Et ben là, en fait, je me suis dit, mais dis donc, c'est pas ce qui te conviendrait le mieux. Voilà. Et honnêtement, ça, c'est un excellent souvenir. Notamment, ce fameux col Sarimogol qui, lui, m'a marqué au fer rouge, quoi. Pourquoi tu es parti en solo alors après moultes expéditions ou moultes voyages accompagnés, si on peut dire? En fait, pour 2 raisons. La première, c'est que ça a été vraiment du last minute, quoi. Voilà, c'était l'an dernier, il faut se remettre dans le contexte du coronavirus. Tu vois, je décide 15 jours avant de partir. En fait, pour être très clair, voilà, pardon, pour être très clair, moi, j'ai mes enfants, on va dire, une fois par tranche de 15 jours, je vais y arriver l'été. Hein, je suis un papa séparé, on va dire. Et donc je profite de partir quand j'ai pas mes enfants, partir sur une longue période. Et donc j'avais ces 15 jours début août, le problème c'est qu'avec les restrictions sanitaires, on était un peu bloqué de partout, puis je voulais pas avoir comment dirais-je, de quarantaine en arrivant sur place et de quarantaine en revenant en France. Et donc, et puis je voulais faire de la montagne, bon, et puis je voulais aller loin, bon, enfin voilà. Et donc le Kyrgyzstan est arrivé comme ça, et j'ai pas eu beaucoup de temps pour le préparer, et je me suis dit, ben non, je pars avec des copains, quoi. Tu vois, je fais comme d'hab. Sauf que 15 jours avant de partir, au mois d'août, les gens, ils ont d'autres choses à faire que de partir avec Cédric, quoi, tu vois. Ils préfèrent aller faire vacances en famille, à la mer, à la montagne, pas de partir faire l'imbécile là-bas. Mais en fait, j'ai commencé à gratter et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde qui pouvait m'accompagner sur ce coup-là. Et j'ai pas gratté très longtemps parce que j'ai senti l'appel du loup, tu vois. Je me suis dit, bah, je crois qu'il faut que tu partes tout seul. Voilà. Et ben, ça s'est fait comme ça. Cette décision, elle a été faite à la fois par le fait de pas trouver quelqu'un et le fait aussi d'avoir cette petite voix intérieure qui te dit, mais fais-le comme ça. Est-ce que tu peux te redresser, s'il te plaît? Oui, oui, oui. Ouais, voilà. Voilà, reste comme ça un instant C'est ça pendant que je... Ouais, non, parce que du coup, j'ai une question de Benjamin L qui a tenu à garder l'anonymat. Oui. As-tu des actions chez Sun? Alors, Benjamin L, tu veux dire comme avec le petit crocodile, là, c'est ça? Non, il a un homonyme. D'accord, ok. Exclusion sur Sun. Eh ben non, j'ai un contrat. Enfin oui, j'ai un contrat chez Sun et je suis payé par Sun. Oui, tout à fait. Je suis ambassadeur pour la marque Sun, donc ça fait partie de mon métier de promouvoir cette marque française honnêtement, que j'adore en plus. Voilà. Donc j'aime travailler avec des gens avec qui je m'entends bien, avec des produits qui correspondent à mon usage. Voilà. J'ai déjà décliné des offres de partenariat sur des produits qui me correspondaient pas. Donc voilà, donc c'est vrai que oui, j'arbore très fièrement Sun. Voilà, maintenant on le voit plus parce que je m'affaisse. C'est l'âge, ça. T'inquiète. Ouais, c'est 45, hein, ça se tasse. Ah, mais c'est Benjamin qui m'a dit c'est l'âge, tu verras, parce qu'il est bien plus âgé que nous, le bougre. Et voilà, c'est ça. Alors juste, je vais replacer, moi aussi, j'ai le droit après tout de placer les choses dans leur contexte. En fait, toi et moi, on est un petit peu confrères à distance. Puisque tu t'occupes du magazine, tu t'occupes de la création du contenu du magazine eBlue Ride, donc qui est la version VTT électrique de vélo tout-terrain. C'est ça. Et moi, je m'occupe de la version petit pneu pour Planète Gravel. Donc, en quelque sorte, on est tous les deux soumis à l'autorité dévastatrice de Benjamin L. On lui passe le bonjour, mais pas trop, quoi. Quand même. Bah, je dois aller rouler un de ces quatre avec lui, donc alors, je pense qu'il passe-lui aura bien le plus bonjour. beaucoup.
Bah, il parlera pas beaucoup ce jour-là, c'est sûr et certain. De toute façon, je l'entendrai pas, il sera trop loin derrière. Ça bâche, c'est bon ça. Bon, alors, tu as une particularité, si on peut dire, justement, sur ce voyage, parce que là, il va quand même falloir qu'on en parle un petit peu plus. Oui, Comme tu le sais ici, le Kirghizistan, c'est une région qu'on connaît bien. Enfin, en tout cas, sur ce podcast, parce oui. il y a eu plusieurs épisodes sur la Silk Road. Que ce soit vainqueur ou non d'ailleurs, avec plusieurs témoignages captivants, poignants, pertinents, etc. Mais par contre, toi, tu as fait la même chose, si on peut dire. Disons que tu es allé au Kirghizistan, Oui, oui. mais tu as pratiqué ce qu'on pourrait qualifier de bikepacking de l'extrême à la sauce enduro. Est-ce correct? Alors, j'aime pas le mot extrême parce que... Tu l'as mis sur Instagram ou Facebook récemment, alors il va falloir assumer, mon Ah gars. oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, Ouais, mais oui, non mais c'était un... Non, mais alors, je vais l'expliquer pourquoi, parce que c'est une courte vidéo qui fait 25 secondes et qui montre en effet une vision très particulière du bikepacking, c'est-à-dire sur un trail qui n'en est presque pas un, avec des rochers de partout. Donc c'est vrai que c'était, euh, on va dire, un court extrait de bikepacking extrême. Maintenant, c'est pas la vision du trip, quoi. Voilà, c'est pour ça que si tu veux que le terme me gênait dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on pouvait s'imaginer un truc complètement dingue. Alors après, pour préciser, c'est vrai que par rapport à la Silk Road, qui est, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, mais qui est une course de gravel. non. Voilà, je t'arrête d'entrer. Bah voilà. C'est pas, ça peut pas être une course de gravel. Il y a pas de chemin là-bas. Donc, tout le monde est en VTT semi-rigide ou tout suspendu. Et les mecs qui y vont en gravel, bah, généralement, ils repartent avec les fémurs fracturés. Donc, Bon, alors on va dire que, comment t'expliquer? Pour moi, de ce mais que après, j'en ai vu. ça dépend aussi de l'appellation qu'on entend. Un mec qui va se pointer Ouais. avec un Monster Cross, ça sera toujours techniquement un gravel, mais qui aura quand même des très gros pneus. Mais c'est vrai que sur cette course-là, si on veut être devant et survivre à peu près, une petite suspension ou deux, c'est pas du luxe. C'est pas du luxe, ouais. Donc on va dire que c'est oui, tout à fait. Je vois ce que tu veux dire. Après, moi, ce que j'avais vu les images, c'est qu'on était surtout sur euh, de la piste large, dans le sens où ça déroule du kilomètre. Moi, chose que je n'ai pas fait. Et c'est pour ça que donc la différence fondamentale était là entre les deux projets, on va dire les deux trips, sachant que eux ils couvraient des grandes distances et que moi je couvrais des petites distances. Déjà la différence elle est là. Aussi, oui. Ben ouais, complètement, parce que je crois Mm. que j'avais vu les chiffres, c'était assez vertigineux. Mais après, pour le coup, avec une petite suspension, ben, t'aurais pas été loin sur mon itinéraire, et avec une grosse suspension, j'aurais pas été très loin sur le leur. Donc en fait, c'est vrai que c'est quand même dans le même pays deux visions radicalement différentes. Voilà, Mm. c'était dans ce sens-là. Après, alors le côté enduro, oui, complètement, parce que moi, je voulais vraiment retrouver les sensations de ce que je peux faire ici en termes de VTT. Donc moi, je pratique essentiellement de l'enduro. Alors, j'aime pas trop forcément ce terme, mais bon, on l'emploie parce que du coup, les gens comprennent. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime faire du VTT et qui aime faire du VTT sur sentier. Bon, moi, j'ai 45 ans, donc quand j'ai commencé, j'avais 15 ans, on faisait du sentier, on faisait pas de l'enduro, quoi. Voilà, on faisait du VTT, du mountain bike. Voilà. Et je voulais retrouver ce côté aventure VTT en montagne. Voilà, en montagne, avec des sentiers escarpés, des cols à passer, voilà, des nouvelles vallées derrière et des choses un peu des fois particulières, quoi. Voilà. Bon, bah voilà. Tu t'es endormi, non? Non, bah non, je m'attendais à ce que tu développes un petit peu plus. Non, mais Par exemple, quand tu me dis je faisais des dis-moi. petites distances, tu m'as dit la semaine dernière, on m'a largué à Bishkek ou ailleurs, À et Auch. on est, où ça? À Auch. Deuxième ville du pays, au sud du pays. Ah oui, d'accord, parce que je me disais, mais ce n'est pas au Kirghizistan, ça, c'est dans le sud-ouest de la France. Ah oui, oui. Auch. Non, Très jolie ville d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais ça se dit Très pareil, jolie mais ville pour ça les ressemble pas amateurs de du tout. rugby d'ailleurs. Mais ça ne Ouais, ressemble pas du tout, hein. mince. Euh, Quand tu me dis petite distance, ça veut dire que toi, tu faisais combien déjà, par exemple? Sachant que tu étais quand même chargé comme un mulet, Ouais, avec ton mais matériel vidéo, c'est un truc de etc. fou. C'est un truc de fou. En fait, alors, je fais toujours un peu de promo sur mes projections, mais quand j'ai une partie question-réponse à la fin de mon film, et on me pose souvent cette question-là, savoir combien de kilomètres t'as fait. Et en fait, j'ai pas la réponse. C'est pas que je vais pas la donner, c'est qu'en fait, je me suis jamais penché dessus.
T'as bien Concrètement, une petite idée quand même. non, je t'assure, en toute honnêteté. Alors, j'ai des notions de dénivelé, ça t'intéresse, mais je n'ai aucune notion de distance. Je pourrais te dire qu'il y a eu des journées, je sais pas moi, d'acclimatation à 15-20 bornes dans la montagne, d'autres qui ont été plutôt à 30-35, jamais plus de 35 sans doute. Mais tu vois, parce qu'en fait, si tu veux, ça correspond aussi à la façon dont je pratique en France. Je te donne un exemple. Le Kyrgyzstan, bon, c'est montagneux, donc si je prends l'exemple je sais pas, des Hautes-Alpes, des Alpes du Sud, des endroits où je vais souvent faire du VTT, donc en montagne, bah, quand j'amène des potes, par exemple, pour rouler avec moi, je leur dis, les gars, aujourd'hui, on va faire 1300 mètres de dénivelé, ou 1500, ou 2000, enfin bon, peu importe. La distance, je n'en sais strictement rien. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans ces environnements-là qui sont montagneux, c'est le dénivelé, quoi. Voilà, parce qu'après, le reste, je te dirais que l'important, c'est de savoir, voilà, si tu vas faire 2000 mètres, bon, c'est pas la même chose que si tu en fais 800, quoi. C'est peut-être, oui, c'est une donnée plus intéressante. Donc, Pour moi, finalement, pour moi, tu voilà. roulais combien? Alors, du coup, tu roulais combien d'heures par jour? Alors, en général, je partais, je vais pas dire de bêtises, c'est entre, bah, je partais la journée complète. Alors, au début, si tu veux, je me suis acclimaté. C'est-à-dire que, bon, moi, j'habite au niveau de la mer. Donc, ça veut dire que, moi, l'altitude, bah, c'est pas mon truc, quoi. Mon corps, il est pas habitué à ça. Et là-bas, je savais que, d'ores et déjà, la première nuit était à 2400 mètres et que j'aurais des nuits jusqu'à 4500. Donc, connaissant les effets dévastateurs de l'altitude et la dangerosité, notamment quand tu es seul, ça va prendre au sérieux. Donc, ça veut dire qu'il faut s'acclimater. Donc, les premiers jours, par exemple, je partais autour du village, cette vallée, découvrir des endroits. Donc, je sais pas, je devais faire 800 de dénivelé, tu vois, 900. C'était pas des grosses journées. J'allais me balader. Alors, je faisais beaucoup d'images, donc je passais beaucoup de temps. Je pouvais refaire des prises. Donc, pour répondre à ta question, je pouvais partir à 8 heures et rentrer je sais pas, à 17 heures si tu veux. Mais ça faisait pas beaucoup de VTT, mais ça faisait beaucoup d'images dehors quand tu refais tes prises et que t'es tout seul. Voilà. Et puis après, il y a eu des journées qui ont été plus longues, avec un peu moins d'images, où c'était plus long on va dire, à, à rouler ou à enchaîner ou à grimper, quoi. Voilà. Mais en gros, de toute façon, je ne rentrais jamais tôt, enfin, ou j'arrivais jamais tôt à l'étape, quoi. Quand tu dis faire tes images, Oui. ça veut dire que tu positionnais tes caméras ou tes GoPro quelque part, ou tu mettais ton drone en stationnaire, tu revenais en arrière et tu descendais? Ça veut dire quoi tout C'est ça? ça, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, donc j'avais en fait trois types d'appareils. J'utilise donc un iPhone 11 Pro. J'ai une GoPro 8 et alors pourquoi je dis 8? Parce qu'en fait la qualité, pour info, là, c'est un petit scoop peut-être pour les gars qui suivent là la vidéo, c'est que moi qui aime bien, si tu veux, la qualité des images, il faut savoir que la 9 est de moins bonne qualité en termes d'image que la 8 et la Mmh. 10 est moins bonne que la 9. Donc ce qui fait que la 8 est bien mieux que la 10. Voilà. Sauf en stabilisation où la 10 est beaucoup mieux, mais je trouve que finalement, voilà, ça fait bien le job. Donc je garde ma 8. Et ensuite, j'ai un drone Mini 2 de chez DJI. Mmh. Donc ça veut dire, oui, bah, il faut placer tout ça. Il faut placer des fois l'iPhone au sol, avec un espèce de mini trépied, donc il faut trouver le bon positionnement. Tu passes devant une fois, deux fois, trois fois, enfin en fonction des cadrages. Je fais de la photo aussi avec, aussi bien avec la GoPro comme avec le drone. Donc il faut imaginer que tu doubles, enfin moi je doublais quasiment tout, c'est-à-dire tout ce que je faisais en vidéo, je le faisais en photo, quoi. Donc c'est un temps fou. C'est un temps fou et j'ai même comment dirais-je, une anecdote sur le deuxième jour de mon trip, non, le premier jour même, le premier jour, j'ai des bêtises. Je voulais faire une photo. Ça se découvrait, enfin au niveau du temps, c'était un peu compliqué, mais le paysage était tellement beau que je voulais faire cette photo. Et pour faire une image, j'ai passé une batterie complète du DJI, c'est-à-dire 25 minutes en l'air. J'ai dû remonter, je sais pas combien de fois, mais 20, 30 fois, j'en sais rien, pour faire ce passage-là, parce que des fois c'était. Puis t'as un retardateur qui est toutes les 3 secondes avec le DJI, donc c'est pénible, parce que du coup, des fois, t'es pas dans le cadre, t'es pas au bon moment. Voilà. Donc, c'est énormément de temps Donc sur le terrain, ouais. donc t'emmenais pas la petite manette avec toi, que tu t'accrochais, tu tenais ton guidon bah non, peut-être que techniquement c'était trop Non, difficile c'est de impossible, tenir ouais. la manette et le guidon, d'une Non. main. C'est ce que je ferai dans mon prochain trip, Mmh. parce que c'est plus Silk Road, du coup. Mais là, c'était impossible, quoi. Non, tu peux pas. Ouais. Ouais, tu peux pas. Comment était, l'accueil?
Ou bon, c'est cliché de dire ça, mais un mec qui débarque avec un VTT, bon, certes, un Sun, ils ont Ah dû bien se oui, foutre de toi là-bas. tout le monde l'a reconnu quand même. Hein. Ils m'ont dit, ouais, c'est Ah, the best brand of the world. J'ai fait, oui, c'est ça. ah, ah oui, ils ont confondu, c'était un Trek, Ouais, non? Un truc. je sais pas, Ouais, ouais. Bon, ouais, enfin bref, ouais. Un moustache. un Ah stache oui, mou. t'étais en musculaire ou en électrique? En électrique, bien sûr, question con. Bah, Bah bien oui, sûr que bien non. sûr. Hein, Ah électrique, bah j'en sais comment rien. hein, non Je mais sais- en électrique déjà, non mais il faut s'imaginer porter déjà un e-bike, c'est un truc de fou et en bikepacking alors il faut, je sais pas. Moi je pense que là j'y arriverai pas moi physiquement. Du coup, ouais, comment était le premier contact? Parce que comme tu me l'as dit tout à l'heure, tu es plutôt un gars de la plaine, Hmm. tu vas rouler dans les Alpes, etc. Alors même si tu as voyagé avant et que c'était... bon, tu as voyagé, mais c'était Oui pas en oui. solo. Donc tu n'avais pas ce contact direct avec les gens. Il pouvait y avoir des intermédiaires, des traducteurs, des fixeurs éventuellement. Là, tu arrives tout seul avec ton VTT, tes gros sacs à dos. Choc culturel ou pas? Alors déjà je suis un gars de la plaine dans le sens où j'habite au bord de la mer. Mais par contre je suis vraiment un gars de la montagne. J'adore la montagne. Je suis toujours fourré dans la montagne et je suis né on va dire en montagne. Ça c'est pas une petite anecdote, mais ça n'empêche que voilà. Concernant en fait le voyage, oui, c'est vrai, j'ai toujours voyagé en plus dans des destinations qui sont plutôt, on va dire, confortables. Hein. Bon, j'avais été au Pérou, mais on était avec aussi, on avait un guide, donc c'était différent, tu vois, donc voilà. Mais là, oui, c'est donc une première tout seul, comme ça, en arrivant dans un pays que tu connais pas et la langue tu la comprends pas. En fait, en fait, il suffit d'arriver complètement détendu, open et zen. Alors d'abord, les gens sont super sympas déjà. Hein. Moi, j'ai dit bien, à aucun moment, je me suis senti en difficulté relationnelle, quoi. Hein. Les gens m'ont jamais, j'ai jamais été intimidé. Alors, je te raconterai une anecdote après si tu veux, mais qui est intéressante, qui m'est arrivée à la fin de mon trip. Mais pour le coup, non, l'accueil est extraordinaire. Les gens sont stupéfaits de te voir avec un vélo, avec un Sun en plus. Et non, non, mais sincèrement, c'est génial, quoi. Bah, Les c'est vrai gens, qu'il soit arrivé jusque-là, c'est déjà un miracle. tu sais quoi, il était pas cassé. Bah, dis donc. Il était pas cassé, donc voilà, j'étais arrivé en... Et puis il a été jusqu'au bout, c'est ça. Et puis il me supporte, moi je suis un beau bébé, hein, je fais quasiment 100 kilos, donc attention. Hein. Donc voilà. Et non, non, l'accueil extraordinaire, les gens super sympas. Donc RAS à ce niveau-là, c'est un vrai bonheur. Toi, tu t'attendais à quoi en arrivant? Parce que t'es parti sur un coup de tête. Ouais, complet. Tu disais ils vont me bouffer tout cru. Alors, comme tu dis Non. justement, au moins ils auraient passé l'hiver confortablement. Ah bah là, ils ont eu à Mais manger, là. ah bah oui, là il y avait de quoi bouffer pour l'hiver. Ah bah avec mes Mais cuissots, un cuisseau chacun, tu ouais. t'es imaginé quelque chose ou pas? Non. Tu t'étais un petit peu projeté, t'avais regardé des docus, ou t'avais Rien. essayé de regarder à quoi ressemblait leur langue, d'apprendre au moins un ou deux Oui, mots, oui. genre Bah en bonjour, fait, déjà. j'étais tellement enfin non, non, ce que j'avais fait, c'est que j'avais appris un peu le russe. Bon, le russe m'a un peu aidé, si tu veux, mais en fait, il a fallu vraiment que j'apprenne le kirghize. Parce qu'en fait, ces républiques de l'ex-URSS, en fait, elles Je veulent... suis désolé. Pourquoi tu rigoles? Mais là-bas, ils parlent kirghize ou ils parlent russe? Non, ils parlent les deux. Sauf qu'en fait, Ah d'accord. Ah oui, l'ancienne ok. génération parle russe, et les nouveaux, si tu veux, enfin les jeunes, le russe, ils le parlent plus, quoi. Tu vois, ils parlent Hmm. kirghize. Et le truc, c'est que c'est vrai que tu te, on te dit, bon, tu sais bien le russe, tu vas pouvoir te débrouiller avec et tout, c'est cool. Mais en fait, tu te rends compte que c'est quand même des pays qui veulent prendre un peu de recul, même s'ils sont toujours très amis avec la Russie, mais ils veulent quand même prendre un peu de recul par rapport à ce grand frère qui des fois peut être un peu gênant, puis on le voit en ce moment. Et donc ils réimposent, ils remettent au goût du jour leur langue, on va dire d'origine, Hmm. et donc ils perdent le russe. Voilà. Et honnêtement, il y a pas mal de moments où j'étais largué, quoi. Voilà, tu comprends pas, quoi. Mais bon, Bah alors, tu faisais comment pour manger, pour dormir? ça suffit. Puis les gens en fait, si tu veux, c'est assez dingue parce que Donc le langage des signes, parce que là on est en vidéo, mais quand les gens vont oui, écouter en oui, podcast, ils vont se dire, putain, le gars, il a perdu de son, il y a plus de son. il a pas grand-chose à dire. Ouais, Mais du coup, ouais, le langage des signes, c'est quand même efficace. Même, ouais.
Et puis en Ouais. fait, regarde, tu arrives le soir, moi tu arrives le soir à un endroit, ou à midi, tu vois, enfin, tu arrives près d'une yourte, dans une vallée, les gens, ils ont vu l'heure, ils savent l'heure, tu vois, ils te disent, bah, il a sans doute faim, quoi. Un peu comme un être humain, tu vois, qui Ouais. mange 3 fois par jour ou 2 fois par jour, peu importe. Donc en fait, les choses se font naturellement, tu vois. Après, c'est sûr que si tu as une demande un peu plus particulière, ou que tu veux philosopher, ou que tu veux rentrer dans les détails, bon là, bon courage. Mais pour les besoins naturels très simples, même pour Le aller aux langage des toilettes, signes. ouais, tu vas aux toilettes, tu demandes les toilettes, bon ben voilà, les gens, enfin, t'essaies de te faire comprendre, et les gens comprennent, ils t'indiquent où c'est, quoi. Tu Alors, vois. les toilettes kirghizes à l'extérieur d'une yourte, ça ressemble à quoi? Alors ça ressemble, soit tu fais ça bien dans la nature, un peu loin, tranquillement, et tu enterres tout ça, soit c'est le toilette à la turque, avec une grosse fosse, et tout rentre dedans, mais c'est tellement bien fait que il n'y a pas d'odeur, donc c'est top, quoi. Voilà. Facile. Ben non, Bon, mais du je coup, t'assure, j'en déduis que tout s'est très bien passé, parce que finalement, t'as pas beaucoup roulé, et puis t'as bien mangé, t'as bien dormi. carrément. Bon, bah finalement, facile. Est-ce que tu le dis dans le documentaire, ça? Parce que moi, je l'ai pas vu, évidemment. Par contre, j'ai incité mes parents, j'ai envoyé un message à mes parents tout à l'heure pour qu'ils aillent le voir en fin de semaine à Vinon-sur-Verdon. Ah bien, ils sont de là-bas, Eh tes oui. parents? Ils sont à Oraison, à côté de Manosque. Ah bah il faut qu'ils viennent. Ah bah, j'ai proposé à mes parents de venir te voir, donc Ah, c'est sympa, merci en tout cas. si tu vois deux septuagénaires en train de dormir dans la salle, tu sauras que c'est les miens. Ah, ils s'endormiront pas, ça fait 47 minutes. Ils s'endorment très vite, Oui, tu crois? c'est bien mal les connaître. Ah mince. Moi, je les réveillerai, on les réveille, on mettra plus fort, le son. Augmentez le son pour ce Oh, couple-là qui les s'endort. réveillera pas. Ah, Mon non. père, ça le réveillera pas non plus. De toute façon, il est sourd, alors tout va bien. Super, putain, en plus la musique est sympa et tout, il va rien entendre. Ah, quel Ah gâchis. mince, mince. Non, qu'est-ce que tu me disais quoi d'ailleurs? Je sais plus. Non, Moi, je j'ai voulais bien savoir mangé, si j'ai pas roulé, ouais, t'as bien voilà. mangé, t'as bien bu, t'as bien dormi, t'as bien rigolé, t'as Est-ce que fait des c'était belles facile? images. Non, c'était pas Euh, facile. tu Non. vas arrêter oui, de te foutre de nous quand même, faut le dire comme ça. Ça a l'air facile, mais est-ce que c'était vraiment facile? Non, 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 c'était pas facile. Après, si tu veux, ça c'est mon caractère, c'est-à-dire que, mais ça c'est tout le temps comme ça. Et d'ailleurs, des fois mes potes me disent, ouais, ouais, toi tu avais le souvenir que c'était comme ça, mais en fait on en a chié quoi. Et, je garde pas forcément en tête. Alors je sais qu'il y a eu des moments difficiles, mais j'ai l'impression qu'ils se transforment en bons moments, tu vois. C'est-à-dire que ça reste pas comme quelque chose qui me fait peur à l'intérieur de moi, qui me fait reculer sur un truc. Je me dis, bah non, en fait, finalement, bon, ça a été une épreuve, je l'ai surmonté. Bon, après, c'est sûr que si je m'étais cassé un bras, ça aurait été sans doute radicalement différent. Mais non, j'ai eu un énorme coup de barre, troisième jour, quatrième jour, je sais plus. J'étais très chargé. C'était le deuxième col de la journée, j'avais 1500 mètres de dénivelé avec 28 kilos sur le dos. Donc, tu vois un peu le truc. Non, bon, enfin, c'est quand même beaucoup. Il faudrait les Sherpas, hein. Il faut beaucoup plus au Népal, mais bon, bref. Mais nous, on n'est pas habitués à porter ces charges-là. Et j'ai eu un espèce de coup de mou, mais je ne sais pas d'où c'est venu, une fatigue de plus en plus pesante, jusqu'à me faire, mais tous les 10 pas, je m'arrêtais. Mais quand on dit tous les 10 pas, c'est que voilà, et puis tu vois le col, qui n'avance pas, et toi tu n'avances pas, elle retourne, l'orage gronde, c'est pas des conneries, je suis pas en train de refaire le truc, c'est la vérité. Et en fait, je me voyais plus avancer, donc je me suis endormi plusieurs fois sur le trail, je me suis mis dans mon poncho, je me suis enroulé, je me suis dit en fait je vais passer la nuit dehors quoi. Mais même là, si tu veux, j'ai pas spécialement eu peur, et j'en garde pas un mauvais souvenir. Mais bon voilà, ça a été une galère, oui, ça a été difficile à ce niveau-là. Mais après, bon, si tu veux, je pense que j'étais plutôt bien préparé aussi, physiquement et psychologiquement. Ce genre de défi, ça me plaît. Puis en même temps, je pense que les étapes étaient suffisamment longues, mais pas trop non plus pour que ce soit à ma portée. Voilà. Ce sera peut-être pas à la portée d'un autre, et ce sera peut-être trop facile pour un autre aussi, c'est ça que je veux dire. Hein. Mais voilà, je pense que c'était bien calibré par rapport à ce que je voulais faire. Donc du coup, c'est resté toujours dans le plaisir, quoi. Voilà. Et justement, ce fameux col Sarimogol,
Donc il t'a quand même emmené à 4000 mètres. Ouais. Comment se passe l'ascension d'un morceau pareil avec ton chargement justement? Alors là, si tu veux, donc ça c'était alors, le lendemain justement de ce gros coup de fatigue dont je viens de parler. Enfin du moins le soir même, j'arrive dans un village et donc si tu veux, en fait, j'ai fait fonctionner le téléphone Kirghiz, c'est-à-dire dans le village d'avant. J'avais demandé au gars s'il connaissait quelqu'un dans le village d'après qui pouvait m'accueillir. Et donc, il a fait le travail, hein, il a contacté ce gars-là. Bon, moi, j'avais son numéro de téléphone, mais le mec ne répondait pas, ni rien. Enfin, bon, voilà, tout ça, c'est dans le film, vous verrez. Mais l'idée, en fait, c'est de me dire, bon, de toute façon, j'en ai chié, là. C'est trop dur, je suis trop chargé. Et le col est trop loin. C'est-à-dire qu'en fait, le village est à 2000, pas de conneries, 2000, je crois, 2002, 2003. Le col était à 4000, 4004 ou 4003. Je sais plus, là, j'ai un petit souci de, voilà. Donc, ça fait quasiment 2000 mètres de dénivelé. Et je me suis dit, donc là, dans la journée, de toute façon, je ne le passerai pas. Parce que derrière, en fait, la vallée s'étire, elle est très très longue. Donc, c'est impossible de faire ça en une journée. Il faut le couper en deux. Et il faut le couper en deux, c'est-à-dire quoi? Faire un bivouac. J'ai pas de matelas, j'ai qu'un duvet. Faut monter de la bouffe pour entre guillemets 2 jours. Et de toute façon, les locaux, eux, montent jusqu'à ce que les pâturages deviennent moins gras, tu vois, pour les animaux. Puis après, ils y montent plus. Ils ont rien à faire là-haut, tu vois. Ils y passent jamais. Donc il y a personne. Donc tu peux pas compter sur je sais pas, une yourte, un ravitaillement. Donc je me suis dit, bah il faut que j'organise une espèce de aide, quoi. Donc en fait, j'ai trouvé un mec avec un cheval, des ânes, et on a fait une mini-aventure dans l'aventure. Et donc on est monté faire un camp à quasiment 4000 mètres. Voilà. Et de là, en fait, le lendemain, il me restait plus que 400 mètres de dénivelé à faire. Voilà. Donc ce qui fait que moi, ça m'a vachement facilité la tâche. Donc le lendemain, bon, j'avais 400 mètres dans un terrain difficile avec 28 kilos sur le dos, mais c'est plus facile que d'en faire 2000 d'un coup. Voilà. Voilà un petit peu la stratégie. Après, tu vois, voilà, il faut être un peu stratège. C'est sûr que si tu t'entêtes à dire non, je veux faire 2000 mètres, machin, etc., je serais encore là-haut, quoi. Momifié. Hibernatus, tu comprends? On m'aurait récupéré au mois d'août. Non, mais on en rigole, si tu veux, parce que moi, je suis quelqu'un de, voilà, mais des mauvaises décisions peuvent être très graves, quoi. Voilà. Et le retour en France, ça s'est passé comment? C'est dur. En fait, c'est dur quand je reviens de ce genre de périple-là, parce que bon, je suis content, je vois ma famille, mes enfants, ma femme, bien entendu, je suis énormément attaché. Après, on est parti en vacances, donc voilà, c'était un très bon moment. Mais voilà, le retour un peu à ce rythme, je parle plutôt, on va dire, en septembre à la rentrée, tu vois. Faut reprendre, voilà, l'ordi, les mails, le rythme, etc. Et c'est vrai que t'as plus trop envie, quoi. T'as plus trop envie de cette vie-là. T'as envie de cette vie de nomade, cette vie où tu vis de pas grand-chose, voilà, de découverte et de rencontres. Et ensuite, ouais, le point peut-être le plus dur, en fait, pour moi, c'est de me remettre au VTT, en fait. Parce qu'en fait, ça n'a plus la même saveur. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu roules sous un sommet de 7000 mètres, là, sur un sentier exceptionnel, non bon pour le VTT, j'entends, quand tu reviens ici, ta colline à côté, elle a plus d'intérêt, quoi. Et à chaque fois que je reviens sur les trucs comme ça me fait ça. Donc, en fait, je suis obligé de lever la pédale, quoi. Je roule pas. J'attends. J'attends patiemment que l'envie de rouler revienne. Donc, ça peut durer des fois un mois, hein. Mais j'attends. Voilà. Je sais qu'il faut être patient et il faut que le cerveau digère, en fait, ce qu'il a vécu, quoi. Et le prochain truc, alors, ça va être quoi? J'en parle, mais sans trop en parler. T'es le premier à qui je le dis, quand même. Donc, c'est quand même un scoop. Tu vas le dire à 27 000 personnes, quand même. Hein. Alors, attention. Mais j'en dirai pas plus. Voilà, je vais dire deux choses. Voilà. Je vais au Kazakhstan. Je vais partir le 9 avril. Et je vais traverser un désert. Donc c'est une première pour moi. Sur un vélo de cross, pas d'enduro. Parce que c'est un désert, donc il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Sur un vélo cross, tu veux dire sur un BMX? Ouais, sur un tout petit BMX, tu vois. Ouais. Un vélo de XC. Waouh. Voilà. Non, semi-rigide. Semi-rigide. Non, tout suspendu, pardon, pour moi. Non, oui, quand même. Oui, non, ça sert à rien.
Voilà. Donc ça, c'est pour moi l'environnement, si tu veux, désertique. Bon, je connais parce que j'ai déjà fait, mais en tout cas pas comme ça en bikepacking. Il y a pas d'eau, hein. Ah, donc il va falloir un peu se casser un peu la tête. Pareil, je serai seul et sur des longues distances, donc c'est pas mon truc, quoi. Je parle un peu Alors, d'aller. qu'est-ce que t'entends par longue distance? Bah écoute, faut imaginer charger avec de l'eau, de la bouffe, entre Mm. 80 et 100 bandes par jour. Sur un environnement Mm. qui, des fois, il peut Ouais, être ouais. goudronné à tout endroit, puis des fois, qui ne le Mhm. sera pas. Et je ne sais pas quel type de revêtement je vais avoir. Donc pour moi, ça me paraît déjà beaucoup, quoi. Voilà. Et c'est pas trop forcément le type d'effort auquel tu es habitué pour, bah, Bon, je fais du vélo de route, typiquement, par exemple. Tu vois, voilà, je peux faire des bonnes sorties en vélo de route, mais maintenant, c'est pas ce que je pratique le plus. c'est pas ce que tu préfères non plus. Alors, tu veux dire le vélo de route ou ce que je vais faire là? Non, le vélo de route, tout court. D'aller Ah, le vélo de rouler. route, non, non, j'aime bien, mais j'en ferai, oui, mais je préfère le VTT, bien Bah entendu. oui. Et notamment la partie enduro, mais la route, quand je le prends, franchement, c'est avec plaisir. Tu vois, c'est Une, voilà, un moment de une plaisir. fois par an, Ouais, voilà, pour aller acheter le pain, le, c'est bien. le 24 décembre. C'est ça. Exactement. Ah ouais, je comprends. Tu vois le Ça me truc? fait ça me fait la Pour même faire, impression voilà, pour maintenant. faire 50 bandes par jour, sur une sortie, c'est bien. Par an. Bon, pourquoi tu te mets dans des situations pareilles? Et ouais, ça, c'est une Bon, bonne le question. col, c'était marrant, d'accord, t'es allé au Kirghizistan, c'était un coup de tête, t'as fait un tour de vélo, t'as mangé de la soupe, très Ouais. bien. On pourrait dire, il va s'arrêter là, il a compris que... Hein, ok. Mais là, t'as l'intention de réitérer un petit peu ce coup de folie, visiblement dans pas longtemps du tout, dans Ouais. un environnement hostile, avec un vélo hostile, lui aussi, Ah parce bah, que tu vas rouler carrément. sur un cross-country, quand Qu'est-ce même, que c'est que ce truc? un machin, On roule ça? Eh, par taille. contre, le vélo, attention, hein, il est. Non mais oui, non mais ça, mais oui, On l'avait évidemment. compris. Non oui, non mais ça, tout le monde a compris que c'était un commande ça là. C'est T'inquiète pas. ça. Là. Euh, Non, mais en mais plus, tu pourquoi? sais que c'est très Pourquoi? proche, hein, Sun et Commensal, Eh d'ailleurs. non mais je sais bien. Et tu Toi, je sais te dis quoi? ça, Regarde. non? Tu vois, là, il y a mon bureau. Ouais, Après, il y a la salle machine à laver. Ah, c'est ouais. hyper intéressant, hein. Tu vois, la topographie de la maison de C'est Richard, quoi c'est derrière? C'est hyper un intéressant. écran derrière que t'as? C'est quoi que t'as derrière, d'ailleurs? Là, Ouais. ça, Je attends, vois, j'enlève la liste de questions que j'utilise pas. Ça, là, ouais. ça, alors, Il y techniquement, a un chauffage, mais après au-dessus. ouais, alors il y a un chauffage, mais en fait, techniquement, tiens, alors, on va faire puisque tu aimes la photo, je vais te raconter une anecdote stupéfiante. Ouais. En fait, depuis de nombreuses années, je suis, enfin, moins maintenant, mais à une époque, quand j'habitais en Suisse, j'étais bien pote avec Mathias Depardon, le photographe. Aucun Mhm. lien avec Raymond. D'accord. Et lui, il était pas très loin, il était vers Berne, Lausanne. Moi, j'étais à côté de Genève, et puis on se voyait de temps en temps, on correspondait, etc. Et après, je suis parti, et lui, il a continué vraiment son travail à fond, et notamment sur les réfugiés. À Calais, tout ça, etc. Et plusieurs années après, c'était cette photo, avec ce travail, il a remporté un prix, il a été exposé à la BNF. Mhm. Et le jour où les tirages ont été décrochés de la BNF, moi j'emmenais ma femme à l'aéroport, elle allait faire une mission humanitaire à Haïti. Et Mhm. mais Mathias met un message sur les réseaux sociaux, je ne suis pas à Paris, qui peut récupérer mes tirages? Mhm. Donc, pas de problème, hein. Attends, moi, je fais un détour, je vais récupérer tes trucs chez Picto, et puis voilà. Donc, j'ai récupéré tous les tirages de Mathias, D'accord. et puis qu'il n'a jamais récupéré. Donc, j'ai tous les tirages d'expo de Mathias à la maison, de cette expo à la BNF. Voilà. D'accord. Mais du Donc coup, on les là, voit pas c'est là, hein. un. On voit quelque chose là? Moi, je vois pas en fait, c'est pour ça. Non, non, là, tu verras pas. Je t'en D'accord. referai une photo ou deux. Merci. Mais effectivement, c'est un travail magnifique. Et depuis, après, il a passé beaucoup de temps en Turquie et en Mhm. Asie centrale. Et après, il a été emprisonné en Turquie. Donc, il y a eu une mobilisation générale pour sa libération. D'accord. Et voilà. Et là, récemment, il a sorti un livre, je crois, sur un coin paumé de l'Afghanistan. D'accord. Voilà, tu sais tout. Donc, tout ça Magnifique. pour dire que dans la pièce à côté, c'est le garage. Et Télécommensal. qui, gisant par terre, mon avant-dernier vélo de course avec lequel je faisais des courses sur route, qui est un Sun. Voilà. Allez, excellent. Exactement. Voilà, c'est incroyable. Donc,
Ne cherche pas à noyer le poisson, jeune foufou. Non, Pourquoi mais tu j'ai bien fais ça? compris. Pourquoi je fais Tout ça? ça pourquoi? Non, Ne me mais dis pas. pas que c'est pour l'argent, parce que bon, hein, on n'y Non. croirait pas une seule Alors en seconde. fait, je vais te dire un truc. Alors, je vais répondre à cette question par rapport à l'argent, parce que c'est super intéressant. Donc, comme je l'expliquais, moi j'ai des sponsors qui m'aident financièrement à l'année, donc qui me payent, voilà, concrètement. Mm. Mais je n'ai à aucun moment, enfin mes sponsors, hein, voilà, m'obligent à aller faire le zouave au Kirghizistan ou au Kazakhstan ou je ne sais où, ou à tenter tel truc, etc. Donc en fait, moi j'ai un budget alloué et puis à moi de créer mon année. Donc je trouve ça, d'ailleurs je les remercie parce que je trouve que c'est une confiance formidable, tu vois. Je veux dire, tu te dis bon voilà, t'as de l'argent et puis en même temps on te dit bah écoute, tu utilises-le correctement en faisant un bon escient et fais-nous rêver. Bon. Et en fait, si tu veux, à travers ça, ce que je voulais dire, c'est pour répondre à ta question, pourquoi je fais ça. Euh, c'est compliqué de répondre, mais je me rappelle, il y a, si mon frère nous regarde, mon frère Lionel qui habite à Grenoble, qui fait pas de vélo d'ailleurs, mais qui fait beaucoup de montagne. Quand on était jeunes, en fait, on était souvent en montagne tous les deux, à déambuler de partout, voilà, à faire les imbéciles, comme d'ailleurs maintenant, si mon fils le ferait, je ferais une crise cardiaque. Et en fait, un jour, on s'est retrouvés dans une vallée du massif de Beldon, on a croisé on faisait du ski de randonnée en fait. Et puis, bon, à l'époque, on était vraiment, enfin, pas forcément bien équipés, tu vois, on avait, je sais pas, je devais avoir 16 ans, 17 ans, j'en sais rien. Et on croise un vieux, etc., un vrai vieux, sur des skis aussi. Et puis, qui nous branche, enfin, je sais plus ce qu'il nous raconte, il nous fait un peu une espèce de leçon de vie. Et puis, il nous dit à la fin, les jeunes, surtout dans votre vie, faites de l'inédit. Et c'est vrai que mon frère pourrait t'en parler de la même façon, c'est vrai que cette phrase nous a marqué, en fait. Faites de l'inédit, et alors je l'ai pas tout le temps en tête, tu vois, mais des fois elle revient. Et j'ai l'impression que c'est aussi ce qui me motive à me bouger les fesses. Tu vois, cette année 2022, où je mets beaucoup d'énergie dans la diffusion de mon documentaire et dans la préparation des autres, parce qu'il y en a d'autres derrière qui vont arriver, et dans la diffusion aussi, c'est pareil, c'est complètement inédit, c'est-à-dire que personne m'a demandé de le faire. Je veux dire, personne me dit, Cédric, cette année, il faut que tu fasses des documentaires, il faut que tu ailles au cinéma. C'est moi qui me bouge les fesses en disant, tiens, fais ça. Déjà, un, il n'y a pas grand monde qui le fait. Deux, bah, c'est une aventure originale, fais-le, tente-le. Et vous tente-la. Et bah, c'est un peu pareil pour les destinations et pour les trips. Et puis en même temps, tu sais, quand tu commences à mettre le pied quelque part, bah, voilà, tu as envie d'aller voir un peu ce qu'il y a derrière, quoi. Alors, merci. Je Moi, t'en je pense prie. que tu n'as pas répondu à la question, mais bon. Mais alors, mais repose-la, et je peux Pourquoi tu continuer. fais ça? Pourquoi? Parce que Mais parce que, non mais, ça peut pas être juste parce que tu peux aller creuser un petit peu plus loin quand même, une envie bah écoute, non mais c'est, de voir le monde, de te prouver un truc, de peut-être le non, prouver à d'autres. Ça, j'en non, sais rien. Moi, alors, j'invente, hein. ouais, non mais t'as Parce que raison, c'est des trucs qu'on entend souvent, donc. non mais sans faire de la psychologie à deux balles, comme on dit, non, non, je pense que me prouver à moi-même, très sincèrement, enfin, honnêtement, pour moi, voilà, pour moi, encore une fois, mais il y a des gens qui font des choses extraordinaires, hein. Mais j'ai 45 ans, moi j'ai monté, tu vois, ma maison d'édition, j'avais 27 ans. T'es entrepreneur à cet âge-là dans l'édition, bon voilà, c'est quand même assez original. La boîte, je la gère toujours, elle existe toujours, ça s'appelle Vetopo pour info. Et je me dis bon, tu vois, j'ai fait des choses dans ma vie, donc j'ai pas besoin, si tu veux, d'en aligner plus. Concrètement, là je parle pour moi. Mais c'est plus, en effet, cette découverte du monde. Moi j'ai toujours beaucoup voyagé. Mais il y a des pays sur lesquels je m'étais pas attardé parce que pour moi, je sais pas, je les pensais dangereux, je les pensais inintéressants, je les pensais, je ne sais pas, tu vois, j'étais tourné vers un tourisme qui était plus conventionnel. Et puis, alors, c'est vrai que quand même, il y a un élément important. Oui, en effet, maintenant que j'y pense, oui, il y a un truc quand même qu'il faut dire. C'est que moi, j'ai été marqué par les écrits de Sylvain Tesson, que tu dois connaître. Célèbre voilà écrivain et aventurier français. Quand on dit écrivain, c'est un sacré écrivain avec un coup de plume incroyable. Alors j'incite ceux qui nous regardent j'ai des amis qui me demandent des fois, j'ai dit écoutez, allez lire du Tesson et tel ouvrage parce que c'est vraiment génial. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est sa traversée de l'Himalaya.
avec Alexandre Poussin. Ils sont partis, ils avaient une vingtaine d'années, ils ont fait 6000 bornes, je sais pas, en 6 mois ou 5 mois, je ne sais plus. Ils sont partis, on va dire, du Bhoutan, et ils ont été jusqu'au Tadjikistan, à pied, avec 6 kilos sur le dos. Et j'ai trouvé ça fantastique. Et je me suis dit, mais bon sang, le fait, cette itinérance, ces rencontres, enfin moi je le fais, c'est par rapport à ce qu'ils font eux, c'est microscopique, tu vois. Mais c'est ma façon de voir les choses, avec le temps que j'ai, la dispo, etc. Eux, ils n'avaient pas de gamin, pas de famille, donc voilà. Puis ils ont pris, enfin ils ont été, comment dirais-je, au bout de leur philosophie. Mais j'ai trouvé ça dans ce dénuement et tout, j'ai trouvé ça incroyable. Et c'est vrai que ça m'a ouvert une autre façon de voyager. Voilà. Donc eux c'était à pied, après ils sont partis aussi à vélo, mais tu vois, ils ont fait un bouquin sur le tour du monde à vélo, que j'ai lu d'ailleurs avant la traversée de l'Himalaya, et la traversée de l'Himalaya à pied m'a beaucoup plus... enfin, j'ai un message qui s'affiche, voilà. J'ai beaucoup plus parlé que leur tour du monde à vélo, tu vois, typiquement. Et voilà, donc ce côté dénuement, puis en même temps, ça m'a permis de découvrir aussi des pays que je connaissais mal, puisqu'ils ont traversé du Bhoutan jusqu'au Tadjikistan, donc ça fait quand même un paquet de pays au milieu. Et voilà, donc voilà pourquoi je fais ça et pourquoi je vais là-bas, et puis en même temps, il y a une espèce aussi de côté moi quand je suis seul, au bout de ces montagnes, j'ai l'impression d'exister pleinement, tu vois, je me dis, mais wow, tu vois, cette liberté, voilà, j'ai que ça à penser, à faire du vélo du matin jusqu'au soir, sans aucune autre contrainte, tu vois. Voilà, c'est un peu, alors bon, je sais pas, peut-être que ça répond toujours pas à ta question, mais en tout cas, ça apporte des pistes de réponse, j'espère. Dois-je en déduire que quand tu es à... Je m'emmerde? Non. C'est comment ton bled dans le Var, là? Saint-Cyr-sur-Mer. Saint-Cyr-sur-Mer, tu ne vis pas pleinement? Si, bien Parce que entendu. s'il faut aller au Kirghizistan pour se sentir à fond, ça fait quand même un sacré déplacement, hein. Ouais, mais si tu veux, enfin, ça c'est ma vision des choses et de la vie. Ce côté, alors, tiens, c'est marrant parce que c'est pas moi qui le dis, mais c'est un de mes amis, Djilou, voilà, je le salue, Djilou, et il l'a dit au sommet du Mont Kenya, donc ce sera dans le futur documentaire, et il a dit ce qu'on a fait, c'est l'anti-canapé. Et j'ai envie de te dire que c'est aussi un peu ça, c'est-à-dire que, bon, je suis pas sur le canapé toute la journée, hein, mais voilà, ça sort du train-train, on est obligé d'être, comment dirais-je, réellement face à soi-même, d'être pleinement responsable, tu peux compter que sur toi. Tu vois, ici, on va dire en Europe et en France, on a quand même, il y a la sécurité, il y a des garde-fous, il y a des béquilles, il y a tout ça qui fait que bon, bah quand même, tu files droit, mais dans le bon sens du terme. Hein, je parle pas de direction, on va dire administrative ou policière, mais je te parle, ouais, tu peux marcher droit, voilà, on t'aide, etc. Mais là-bas, tu vois, tout peut t'arriver. Je trouve que j'ai l'impression de ressentir un peu plus l'essence de ce qu'on est réellement, tu vois, en tant qu'être humain. Voilà. Alors, je viens de recevoir un SMS de Benjamin L. Encore lui, décidément, ça devient du harcèlement. Il me demande, Dis-moi. il me dit, demande-lui, quand partiras-tu en voyage avec Kylian Bron? Avec Kylian Bron. Alors, bah, en fait, non mais il est marrant, hein, cette question est marrante. Avec Kylian Bron, quand est-ce que je partirai en vacances avec Kylian Bron? Écoute, moi je partirai bien avec tout le monde. J'ai eu des propositions d'ailleurs d'un gars, un autre gars qui voulait partir avec moi, ou faire quelque chose avec moi. Et en fait, aujourd'hui, en fait, c'est pas l'ordre du jour, quoi. Parce que, en fait, que ce soit Kylian ou quelqu'un d'autre, et pour info, Kylian, d'abord, il a un niveau qui est stratosphérique de vélo, hein, et puis ce qu'il fait en termes d'image, c'est assez hallucinant. Mais aujourd'hui, j'ai envie de partir seul, en fait. Tu vois, ou alors de partir. Alors, je vais faire deux apartés. Ou de partir avec un ami très proche, par exemple, pourquoi pas, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Ou alors l'autre truc que j'aime bien faire, mais c'est pas à vélo, mais ça c'est pour des raisons en fait de niveau technique, tu vois, et de praticité. Mais on part avec ma femme tous les deux, un peu aussi dans le dénuement entre guillemets à la Tesson, tu vois, mais on part à pied. Voilà. Donc je te dirais que c'est soit
avec ma femme en trekking. On aimerait, tu vois, partir en Géorgie en début d'été, tu vois, à la frontière avec le Daghestan là-bas pour pouvoir aller dans des espaces un peu sauvages et voilà, pouvoir aussi voir un peu autre chose. Mais si c'est pas avec elle, ça peut être avec un ami très proche. Mais aujourd'hui, c'est vraiment tout seul. Donc, J'ai eu pas peur, j'ai cru que Kylian. tu allais me dire si c'est pas avec elle, ça sera avec une autre. J'ai eu peur. Oui, ben En non. même temps. Non, elle le sait que je Non, mais l'aime j'en et sais tout. rien, moi. Non, J'en non. sais rien, j'en sais Ce rien. sera pas avec une autre. Et non, bah Kylian, non. D'autres, non. Je t'ai dit, voilà, c'est aujourd'hui, c'est pas prévu. Voilà. Si tu fais Je la vie reviens d'un... sur un Ni petit avec point de Benjamin Lacoste, détail. d'ailleurs. Pardon, je dis son nom. Ah oui, tu partiras pas non plus avec Benjamin, elle. Bah non. Ouais. Bah Voilà. non, bah non. Je reviens sur un petit point de détail. Tout à l'heure, tu m'as détaillé le poids de ton bagage. Combien Oui. déjà? En tout, hein, avec le vélo sur le dos, hein, 28. Alors, 28 kilos comptant le vélo? Oui. Ah oui. Donc ton bagage faisait combien? 13. Ah oui, d'accord. Ok. Parce que je commençais à me dire, à faire un calcul rapide, 28 Ouais. kilos avec une GoPro, quelques batteries, un drone qui fait 600 grammes, disons une poignée de batterie, une manette et un iPhone. Bon, ça fait pas 28 kilos. Ah Qu'a-t-il non. pu emmener pour être aussi rechargé comme une bourrique? Et question subsidiaire, tout ce bordel, comment tu le rechargeais? Parce que dans les yourtes, Alors pour info, je crois déjà sur le poids du matériel photo et vidéo, je crois qu'il y a un peu plus de 2 kilos. Avec les chargeurs et tout, si je dis pas de bêtises, hein, dans le souvenir comme ça. Euh, alors j'ai un sponsor au niveau énergie solaire, PowerTech, PowerTech. que je salue. Voilà. Ah mais je me suis documenté quand même. Tu t'es documenté, dis donc. Ouais, et en fait, non, mais c'est des produits qui marchent plutôt bien. Je l'avais testé en fait sur un mini trip là sur 2 jours quand je suis parti dans le Keras faire un petit week-end de bikepacking pour voir un peu comment ça marchait plutôt bien. Mmh. Et puis donc je suis parti avec ça, mais j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'en fait déjà les premiers jours où je me suis acclimaté, il y avait du courant, donc j'ai pu recharger en fait si tu veux le soir. Quand j'ai été accueilli dans notre village, on a eu aussi de l'électricité. Après, il y a eu une nuit sans électricité. Ensuite, une autre nuit sans électricité. Et puis ensuite, encore plusieurs nuits avec du courant. Donc, globalement, si tu veux, j'ai pas eu besoin de compter sur l'énergie solaire tous les jours, tu vois. Voilà. Mmh. Après, c'est vrai que si j'avais dû compter sur l'énergie solaire, mon panneau était quand même petit. J'aurais dû être un peu plus économe, quoi. Tu vois, j'aurais dû faire attention en termes d'usage de matériel. Là, je t'avoue que bon, je voyais qu'il y avait certaines facilités pour recharger, donc Donc tu j'envoyais le pouvais y drone, aller. quoi. Voilà, je Mmh. pouvais y aller. Tu vois, T'avais là, emmené combien de batteries pour le drone? c'est pas de conneries, je crois que c'était 4. Ah, ça va vite 4. Ben, 4, ça fait 1 heure, quoi. Un peu plus, non, un peu plus d'une heure, 1h10, quoi. Ouais, parce qu'elles font 20 minutes. Ouais, elles font 20 minutes. Alors après, Mmh. avec le vent, l'altitude, il y a moins de portant, donc ça consomme un peu plus. Après, bon, il faut essayer d'être assez rapide, quoi. Hein. Quand tu fais des images, c'est là où ça se joue, quoi. Si tu commences à patiner, bon, comme j'ai pu le faire des fois, bon. Mais là, je savais que le soir, je rentrais, je pouvais charger, tu comprends. Donc du coup, là, je me suis permis de faire des extras. Et la décharge des cartes, Ah bah non, ah non, tu non, avais emmené plusieurs cartes SD, tu exactement, déchargeais t'as déchargé de retour à la maison, ouais. exactement. J'ai dit Ouais. Inch'Allah. Ouais, j'ai rien pris pour décharger, non, non. J'ai Bah, accumulé. je crois que c'est la méthode la plus sûre en fait, parce que le truc peut te lâcher et là t'es sûr de tout perdre, et puis tout mettre Ouais, sur une ouais, énorme carte, si la carte pète, bah tu l'as dans l'os. c'est Donc ça, vaut mieux emmener des 64 à foison plutôt que c'est ça. quand même. Mm, Ça va, mm. on peut en mettre tellement dessus que quand même. Oui, non, honnêtement, ça a été. Et puis bon, je sais pas, j'ai l'impression que c'est assez fiable, donc j'ai jamais eu de problème. Je touche du bois. Je suis dans la chambre de mon fils, d'ailleurs, je le remercie pour m'avoir prêté sa chambre. Tu C'est très, vas, tu vas aller très, jouer à. très confortable. Malgré tout, il y a un truc que tu as abordé un petit peu tout à l'heure et que l'on va aborder maintenant. Tu es également le fondateur et éditeur de VTopo, qui sont des cartes topographiques et parcours GPX à télécharger. Oui, Et néanmoins, dans la catégorie VTAE et Gravel, alors déjà, je veux bien une explication sur l'association VTAE et Gravel. Il n'y a que des parcours en Provence, et Benjamin m'avait également demandé de te demander euh, est-il au courant qu'il y a d'autres endroits sur Terre que la Provence pour faire du vélo? alors,
Par où je commence? C'était la dernière vanne de Benjamin L. Benjamin, c'est incroyable, hein. Il aurait été insistant. Alors, oui, donc Vtopo, créé en 2005, donc en fait c'est une maison d'édition et on fait du topo guide, VTT, vélo de route, escalade. Alors c'est soit des topos en livre, c'est ce qu'on fait majoritairement, soit de la carte. Voilà, carte qu'on déplie, voilà, avec des parcours dessus. Alors, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de fusion VTTAE gravel. C'est VTTAE, gravel, VTT, vélo de route, voilà. Donc, si tu veux, ce sont des produits radicalement différents. Donc, une carte VTTAE, c'est une carte qui contient que des parcours pour VTT électrique. Et les cartes gravel, donc voilà, c'est parcours avec des parcours gravel. Et pour répondre à la question de Benjamin Crocodile, non, il n'y a pas que la Provence, mais il a raison. La seule chose, c'est que moi, j'habite là. Donc forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des facilités de réseau, tu as des facilités de terrain, tu vois, tu connais mieux les choses que quand elles sont pas chez toi. Donc forcément, à chaque fois qu'on démarre un truc, ça démarre d'ici. Voilà. Tu vois, quand on a démarré les vélos de route, on a démarré avec des topos ici. Bon, le VTT, bien entendu, voilà, c'est moi qui ai écrit les premiers, donc forcément, j'ai écrit dans ma région. Le vélo de route, bon, c'est pareil. L'escalade, on a fait beaucoup moins de topos, mais on a fait le premier, c'était les Calanques. Le VTTAE, pareil, Bouches-du-Rhône. Le gravel Vaucluse, ouais. Mais bon, attends, nous, on a envie de faire des choses ailleurs. Hein. Nous ne sommes pas Alors, qu'est-ce qui vous en empêche? Alors, deux choses. Déjà, la ressource humaine, c'est-à-dire que on pourrait, quand je dis on, parce que je suis pas tout seul dedans, dans cette société, il y a aussi Jean-Marc Brancard, je le salue, qui travaille avec moi, qui m'a rejoint il y a maintenant 10 ans, quasiment, je crois, ouais, 10 ans. On pourrait, si tu veux, lui et moi, se dire, tiens, on se prend du temps, puis on va aller faire un truc en Bretagne, tu vois. Mais on n'est pas assez. Alors, d'abord, ça prend énormément de temps, c'est le premier truc, pour l'instant, tu fais pas autre chose. Et surtout, on n'a pas la pertinence, même pertinence qu'un local, quoi. Qu'un mec qui connaît parfaitement et qui est là depuis 10 ans. Donc, on essaie, des fois, on fait différemment, mais on essaie, si tu veux, toujours de travailler avec des locaux, soit des amateurs ou des pros, peu importe, mais des gens qui connaissent bien le territoire. Voilà. Donc, ça, c'est le premier écueil. Et puis après, il y a des territoires quand même, malheureusement, qui se vendent aussi un peu moins. Et par expérience, on s'en est rendu compte. Typiquement, il y a des territoires, par exemple, comme l'Île-de-France, on a un peu plus de mal, tu vois, sur les ventes. Pourtant, il y a énormément de pratiquants. Mais je sais pas, c'est plutôt la distribution qu'on arrive un peu moins bien à maîtriser. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'on y met un peu moins d'énergie qu'ailleurs, quoi, tout simplement. Voilà. Tu vois, on avait fait un bouquin sur le VTT sur le Nord-Pas-de-Calais. D'ailleurs, je salue Thomas, celui qui a fait le topo, un mec adorable et qui connaissait parfaitement sa région. Je pensais vraiment que ça allait marcher, ça n'a pas bien marché, quoi. Tu vois. Pourtant, dans Pas-de-Calais, les mecs font du VTT. Il y a cette grosse machine industrielle qu'on connaît tous très bien, qui est basée là-haut, avec tous ces grands centres, ces grandes surfaces sportives. Et donc, quand même, voilà, c'est l'île quand même, c'est une grosse agglomération, tu vois. En fait, ça n'a pas pris de temps que ça. Donc il y a des fois des choses qu'on maîtrise pas, donc forcément, si ça prend pas, on va pas remettre le couvert sur ce territoire-là, quoi. Vois-tu quelque chose pardon. Vois-tu quelque chose que l'on n'aurait pas abordé et que tu souhaiterais développer avant que je t'abandonne pour ta minute de solitude? Excuse-moi, il y a eu toute petite coupure, donc j'ai pas tout compris, donc si tu peux répéter, ça m'arrange. Les mecs font semblant de pas comprendre quand je dis la minute de solitude. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas bien compris, je vais me retrouver à parler seul. Je vais devoir parler tout seul face à un micro. Donc, as-tu quelque chose à dire, une idée de sujet que j'aurais pu omettre? Non. Avant que je t'abandonne pour ta minute de solitude que je t'expliquerai dans un instant. Non, écoute, sincèrement, on a dit beaucoup de choses. J'ai une dernière question. Oui. Pourquoi tu fais des documentaires? Alors, ça, c'est peut-être la faute à Benjamin Crocodile. Tiens. Dommage qu'il ne soit pas là. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Benjamin Crocodile, on est devenus amis maintenant, depuis maintenant longtemps.
Ça fait 15 ans ouais, je sais pas, 15 ans. Chaque fois, je dis 15 ans, mais tu sais, les années, elles passent. Bon, bref, ça fait très longtemps qu'on collabore ensemble, que je collabore. Là, je parle pour le magazine Vélo Tout Terrain, dans la rubrique Découverte et Évasion. Et cette rubrique Découverte et Évasion, c'est quoi? C'est 6 à 10 pages mensuelles où je présente un territoire au travers d'une balade VTT. Bon, tu connais très bien ceux de quoi je parle. C'est pour peut-être les gens qui connaissent un peu moins. Et si tu veux, donc tu fais le calcul, mettons 15 ans, allez, mettons 10 numéros, pas 12, donc ça fait 150 articles, fois 6 pages, fais le calcul, quoi. Ouais, 900, 530, 900 pages. Allez, on va arrondir à 1000, puisque j'étais un petit peu en dessous. 1000 pages d'articles, plus les autres que j'ai pu faire ailleurs, mais bon, peu importe. En fait, ça marque. Ça marque dans le sens où, en fait, tu aimes raconter des histoires. Et ça, c'est le point de départ. C'est le point de départ de dire, il y a des histoires à raconter, et j'aime les écrire. Et ces 1000 pages d'articles que j'ai pu écrire, et ben, je pense que déjà, elles m'ont marqué au fer rouge. Et le deuxième truc, c'est que j'ai 45 ans, peut-être que je suis un vieux con, mais je t'avoue que j'ai un compte Instagram, je m'en sers, je suis tendu dessus parce que ben voilà, c'est comme ça. Mais quand je scrolle sur mon feed, enfin pas sur le mien, mais sur le fil d'actualité que Instagram veut bien me montrer, j'en ai marre, je vois toujours les mêmes merdes. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens, alors tout le respect que je dois à ces athlètes et à ces grands riders, donc plein que je connais, mais c'est toujours la même chose. Alors je parle pour le VTT, hein, bien entendu, mais c'est toujours la double bosse, le whip, bon, c'est un backflip, bon, ça peut être impressionnant, mais c'est toujours même 3 virages, 2-3 drifts, voilà. Et en fait, on voit que ça à longueur de journée. En fait, c'est devenu une société de 15 secondes, de consommateurs de 15 secondes. Et en fait, je me suis dit, merde. Mais bon sang, il y a quand même autre chose à raconter que 15 secondes, quoi. Voilà. Et tu vois, donc c'est un peu tout ça, plus aussi, et je remercie aussi, alors il n'écoutera pas parce qu'il parle pas français, mais Ansré, qui est pour moi aussi, donc c'est un pionnier du VTT, on va dire moderne, même si aujourd'hui il a plus de 50 ans, mais c'est lui qui a fait aussi la façon dont on filme, la façon dont on écrit, la façon dont on photographie, et qui continue à bosser, à œuvrer. Et puis je travaille, là je vais partir à Mexico avec lui pour tourner un film, avec Rob Warner aussi, tu vois. Et tout ça, ça m'a marqué aussi, tu vois, le fait de pouvoir, voilà, de raconter toutes ces histoires. Et je me suis dit, bah tiens, en France, qui le fait? Ben aujourd'hui, pas grand monde. Et puis en même temps, c'est un pied de nez, quoi. C'est de dire, bah allez, voyons voir si les gens ils tiennent 47 minutes sur un film, quoi. Puisqu'aujourd'hui, a priori, ils peuvent pas tenir plus de 15 secondes. Honnêtement, hein, je veux dire, tout le monde te dit, oh là là, tu fais une vidéo de plus d'une minute, c'est trop long déjà, etc. Alors bon, bien sûr, une minute d'action, forcément, mais... Donc j'ai fait ce pari-là, et je trouvais ça intéressant. Ça, c'était un challenge. Voilà. Quel va être l'avis du documentaire quand tu auras fini ta grande tournée de promotion dans le Sud? Alors, j'étais à Paris il y a pas longtemps, donc il n'y aura pas que le Sud. Non, puis je compte bien monter un peu plus haut aussi. Non, non. Alors, pareil, là, c'est une histoire d'opportunité. Je lance d'ailleurs un appel à ceux qui détiennent un cinéma ou ceux qui ont des relations dans des municipalités et qui veulent voir leurs films. Parce que moi, j'ai des demandes, tu vois, sur Nantes, j'en ai dans les Vosges. Moi, j'ai des gens, hein, qui me contactent. Ne va surtout pas malheureux, va pas dans les Vosges. Bon, alors on y Oh va là pas. là là, Bon, tu repartiras jamais vivant de là-bas. Ah ouais, Ils vont te d'accord. faire bouffer des trucs bizarres. C'est pas grave. Tu vas repartir avec un mal de ventre. Ah, mais non, mais je suis assez solide. Et donc, si tu veux, une fois j'aurais fini cette petite tournée française, c'est marrant parce qu'en fait, ça fait un peu artiste, c'est rigolo d'ailleurs. Ben, peut-être qu'il aura une autre vie en diffusion. Alors, pourquoi pas en télé? Ouais, alors en télé j'aimerais bien, mais bon, je pense que ça se fera pas parce que c'est le premier, parce que ben voilà, c'est comme ça. Ou en VOD. On me demande quand est-ce que sera sur YouTube, mais je dirais que bon, c'est pas une histoire d'argent, mais j'ai envie de te dire, ça vaut peut-être le coup de lui donner une autre vie que YouTube, par exemple. Voilà, ou alors si YouTube sur Disney+, tu peux tenter ta chance, hein. Ouais, par exemple, tu vois. Mais bon,
Voilà, tu vois, donc ça c'est sûr qu'après il sera diffusé en ligne. On m'a même d'ailleurs branché peut-être pour faire quelque chose en Allemagne, tu vois. Mais bon, là il faut le faire traduire et tout, mais bon, pourquoi pas. Mm. Euh, donc on verra. Je te dirais que là c'est un peu, tout à l'heure, c'est la rivière, tu sais, la vie elle te fait comme ça, là, elle t'amène là. Bon, écoute, on verra bien. C'est une question d'opportunité. Les bonnes opportunités arriveront probablement, probablement au bon moment et certainement au moment où tu t'y attends le moins. Exactement. C'est exactement ça. Eh bien, écoute, Cédric, je vais t'abandonner. Mhm. Je vais t'abandonner devant ta caméra, devant ton Ouais. micro. Tu vas pouvoir dire ce que tu veux. Voilà. C'est Quand tu as une... fini, tu quittes simplement la chambre de ton fils et tu ne fermes surtout pas cet onglet et l'ordinateur avant que je te l'ai dit. Tu laisses tout ouvert. Ok. D'accord? Donc je M'as-tu me... bien entendu? Répète. Je ne Alors, fermerai pas l'onglet. je vais Je ne parler fermerai. pendant une minute, c'est ça? Tu dis à peu près ce que tu veux pendant le temps qui t'intéresse. Ok. Putain, les gars, vous Tout êtes toute simplement. la nuit, hein. Moi je suis un bavard. Et ensuite, bah, je m'extirpe sur le côté, là, Exactement. Tu t'exfiltres discrètement, comme ça. dans le salon et tu laisses ton ordinateur ouvert. D'accord? D'accord, mais et je reviens quand? Je t'enverrai un message. C'est D'accord, une simple histoire de transfert peer-to-peer pas de entre ton souci, appartement et ma maison. Tout pas de simplement. problème. Ok, donc C'est c'est bon aussi pour simple moi. que ça. Ok. Donc, en attendant, je te souhaite une bonne nuit, un grand Ouais, merci toi et un aussi, grand merci à toi. bravo. Merci. Au plaisir d'aller rouler un petit peu ensemble. Si c'est Ouais, en VTT, je te promets que tu m'attendras pendant longtemps, parce que je vais sûrement aller beaucoup moins vite que toi. c'est pas Mais peu gênant. importe. Mais ce n'est pas grave, tu Non, m'attendras tel un chevalier au grand cœur. puis tu m'attendras Et aussi si on fait autre chose, y a pas de problème pour moi. si on va dans un bar, ouais. Sans doute, sans doute. Bon allez, mon petit Cédric, passe une excellente soirée Toi et à aussi, à bientôt. très bientôt. Encore merci. Salut. Bye bye, Richard. Alors attends, je vais couper ma caméra et habituellement quand je dis je coupe ma caméra, je coupe la caméra de mon invité et là ça fout tout l'épisode en l'air. Alors attends, je me concentre. Voilà, bah donc c'est à moi. Alors, moi, j'avais un sujet pareil, que je pouvais développer face à cette caméra. Euh, c'est le fait, je pense, de vivre ses rêves, de vivre sa vie. Voilà, ça correspond aussi un petit peu à ce à ce que je prône et à ce que j'essaie de faire et à ce que j'essaie de transmettre aussi à mes enfants. Ça veut dire que déjà, je pars du principe que le travail paye pas forcément. C'est pas forcément une histoire d'argent. Il paye dans le sens par rapport à sa propre, on va dire, ses propres objectifs personnels. Encore une fois, je pense que vraiment l'argent fait pas le bonheur, il y contribue, c'est certain, mais en tout cas, c'est pour moi pas du tout un objectif premier. Mais en tout cas, quand je dis le travail paye, c'est important parce que moi là-bas, je suis ingénieur en sciences et génie des matériaux, et je n'ai jamais pu travailler dans cette branche. Et pourtant, j'ai fait maths sup, maths spé, une école d'ingénieur, c'est quand même beaucoup d'investissement, à la fois pour moi, pour mes parents, etc. Donc, quand on se retrouve devant des recruteurs et qui veulent pas vous prendre, ça fait râler. Et j'ai un recruteur un jour qui m'a dit, c'était sur Nice, il m'a dit, de toute façon, on va pas faire ce genre de métier, vous n'êtes pas fait pour ça. Et quand tu as une vingtaine d'années, tu te dis, mais quel connard, quoi. Quel con. Ce mec-là de me dire ça, il me démotive, alors que j'avais qu'une envie, moi, c'est de bosser dans ce milieu, de trouver un job et attaquer et gagner ma vie. Puis en fait, il avait parfaitement raison. Parfaitement raison, et c'est difficile de l'admettre, et ça prend du temps de trouver sa voie, et c'est peut-être un peu le message que je pourrais transmettre ce soir. C'est voilà, c'est croyez en vous, faites-vous confiance, investissez-vous à fond, plantez vos graines, elles finiront par germer. On n'a rien sans rien, voilà, ce sont des choses un peu triviales, mais pour moi, elles ont énormément de sens. Et voilà, et ça revient un petit peu à la première question de Richard, qui dit, voilà, est-ce que tu es content d'avoir été mis au monde? Ben oui, voilà, ne serait-ce que pour cette leçon de vie. Je trouve que c'est chouette, et je suis impatient de savoir ce que la vie me réserve pour les prochaines années, en espérant que ce soit quand même les plus longues possibles, quoi. Voilà. Donc croyez en vos rêves et allez-y, donnez-vous à fond.
Ben, je vous dis, moi, à bientôt. Et puis, à bientôt. Donc, il paraît qu'il faut que je fasse ça. Alors, ce que je vais faire, parce qu'on va essayer